Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, vendredi 6 juin 2025. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antille, disponible sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques sujets que nous allons aborder ce soir. Ce jeudi 5 juin, en début de soirée, un homme a été tué par balle à Sainte-Marie devant une station-service. Fraude sociale en Guyane, plus de 13 millions d'euros détectés et stoppés en 2024. L'Assemblée nationale a récemment voté la suppression des zones à faibles émissions. Dans votre avis compte, que faire selon vous pour faire baisser la violence en Martinique? Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui ce soir s'intitule « Les transformer en profondeur ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, né en Europe au XVIIIe siècle, l'homéopathie est considérée comme une médecine alternative. Bien qu'elle soit populaire auprès de certains patients, son efficacité reste controversée. Pensée du jour, qui triomphe de lui-même possède la force. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est bon, il devrait en être de même demain. Je vous le disais en titre, ce jeudi 5 juin, un jeune homme a été abattu à 19h à la station-service Vito, face à la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. La victime aurait été touchée par plusieurs projectiles, notamment au thorax et au dos. Et malgré l'intervention rapide des secours, elle a succombé à ses blessures sur place. Cela porte à 15 le nombre d'homicides enregistrés en Martinique depuis le début de l'année, dont 6 entre le 11 mai et le 5 juin. Suite à un choc frontal entre un bus de Martinique Transport et une voiture vers 6h45 sur la route de la Trace entre Colson et le jardin de Balata, la circulation du bus 25 a dû être suspendue. 3 personnes ont été légèrement blessées, dont 2, la conductrice de la voiture et une passagère du bus, ont été transportées à l'hôpital Pierre Zobda Kitzmann. Grâce à l'implication sans faille de leur enseignante, Monique Richard, ils ont pu recevoir en personne au théâtre Mogador à Paris le prix qui leur était destiné. 4000 classes ont participé au prix Collège 2025 du concours international Les Petits Molières, ouvert aux pays francophones. Des élèves de 4e du collège Léo Ottilie de Mana, en Guyane, une commune située non loin de la frontière avec le Suriname, ont été les lauréats de la catégorie Réparer le monde. Leur texte, un poème social d'une vingtaine de quatrains, est intitulé Nous sommes héritiers de Molière. Il raconte l'histoire de la troupe marionnettiste du collège lors d'une tournée dans toute la Guyane avec leur spectacle On n'est pas des guignols. Alors qu'elle revenait tout juste d'un voyage de classe au Brésil voisin pour présenter un spectacle de marionnettes des élèves, leur professeur, qui n'a pas hésité à avancer l'argent, a obtenu l'aide des parents, organisé des vides-greniers sur le marché de Mana avec les élèves, reçu l'aide d'une association, du collège et des fonds sociaux pour financer le voyage des enfants. On fait du théâtre social, explique-t-elle, devant différents publics, comme Molière, qui en critiquant certaines choses et en mettant d'autres en valeur, amène à des réflexions. Nous évoquons ainsi les différentes ethnies, le harcèlement, etc., explique-t-elle. Grâce à ces efforts, ces 6 élèves ont pu être parmi les 1500 présents au théâtre Mogador pour la remise des prix. Ils sont arrivés ce mercredi dans l'Hexagone et repartent ce vendredi, un voyage express mais avec une journée pleine de découvertes. C'est la première fois qu'on gagne un prix à Paris et c'est la première fois que je viens, que je découvre un endroit aussi merveilleux et que je prends l'avion. Mes parents m'ont laissé partir avec madame parce qu'ils voulaient me laisser découvrir le monde, dit l'un d'eux.
Ajoutons que sur scène, alors qu'ils recevaient leur prix, les jeunes écrivains ont joué leur récit poétique. Accompagnés de la seule marionnette qu'ils ont pu emporter dans l'avion, tout en déclamant, ils ont exécuté une danse des Bushinengue ou nègres marrons pour rythmer les quatrains, car la poésie, c'est aussi du rythme, souligne Monique Richard. Plus de 13 millions d'euros, c'est le montant des fraudes à l'assurance maladie et à la caisse de retraite détectées en Guyane en 2024. Si 73% des détournements sont le fait des assurés, ce sont les professionnels de santé qui sont à l'origine des fraudes les plus importantes. Les fournisseurs de dispositifs médicaux et les retraités sont eux aussi concernés. 20 avertissements et 20 pénalités financières ont été prononcées et 9 signalements ont été faits au procureur de la République. Le gouvernement confirme le remboursement des protections menstruelles réutilisables d'ici fin 2025. Adoptée fin 2023, mais toujours en attente de mise en œuvre, la mesure de remboursement des protections périodiques réutilisables devrait enfin devenir effective avant la fin de l'année 2025, selon les promesses du gouvernement. Mercredi 28 mai, la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, s'est vue reprocher l'inaction du gouvernement concernant un dispositif pourtant inscrit dans le budget 2024 de la sécurité sociale. Il prévoit le remboursement des protections menstruelles réutilisables, culottes et coupes menstruelles pour 2 catégories de population, les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire C2S sans limite d'âge. Cependant, pour l'instant, aucun décret d'application n'a été publié et aucune directive claire n'a été donnée pour définir les produits concernés. Résultat, la promesse reste à ce jour lettre morte. Aurore Bergé a reconnu un retard qu'elle juge inacceptable et a réaffirmé que l'État tiendra son engagement, citons-la, avant la fin de l'année, ce remboursement sera effectif. Nous allons garantir que cela devienne réalité. L'enjeu est d'importance selon les données du ministère de la Santé publiées à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle le 28 mai. 4 millions de femmes en France manquent de protection périodique. Un chiffre alarmant, révélateur d'une précarité menstruelle persistante. Cette précarité entraîne de lourdes conséquences, absentéisme scolaire, renoncement à certaines activités sportives ou professionnelles et dans certains cas, une forme d'isolement social. Le Parlement a adopté une proposition de loi permettant l'expérimentation de l'encadrement des loyers dans les territoires ultramarins à partir de 2026. Cette mesure vise à lutter contre la vie chère et à réguler le marché locatif. De plus en plus nombreux sont ceux qui, spécialistes de la politique ou non, s'inquiètent d'un recul de la démocratie, mais ils se heurtent souvent à l'indifférence. Alors que l'exercice de la démocratie, pourtant si chèrement conquise, la plupart du temps, est clairement grignoté peu à peu dans beaucoup de pays qui se disent libres, le risque de basculer dans un régime purement autoritaire ne semble pas être pris au sérieux par une bonne partie de la population. La démocratie libérale occidentale apparaissait encore récemment comme le résultat d'un chemin vertueux vers la prise en compte des intérêts de chacun et semblait surtout suffisamment bien établie et estimée pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Mais depuis 20 ans, les partis d'extrême droite rencontrent un succès électoral croissant dans de nombreux pays occidentaux. En cause, les crises économiques, les inégalités croissantes, l'impact négatif des réseaux sociaux sur le comportement politique, les violations des normes démocratiques par les élites, mais aussi une certaine inconscience de ce qu'est en réalité un régime autoritaire, tout simplement parce qu'on ne l'a jamais expérimenté. Il se trouve en effet que nos expériences personnelles jouent un rôle fondamental dans nos choix futurs. Ainsi, une douleur éprouvée dans une situation donnée nous pousse à éviter de la revivre. Par contre, les événements rares sont souvent sous-estimés justement parce qu'ils sont rares.
En Martinique, par exemple, fort peu de personnes sont réellement préparées à la survenue d'un séisme, pourtant probable, qui a son sac de survie, son sifflet, par exemple, sous la main en toutes occasions. Et combien de personnes connaissent, voire s'intéressent aux gestes de secours à effectuer? Ainsi, après 70 ans de démocratie dans des pays plutôt prospères, les populations concernées tiennent ce qu'elles ont toujours vécu comme une réalité immuable. Elles n'imaginent même pas la vie dans un cadre politique différent. Or, l'histoire a montré que les démocraties ne s'effondrent pas brutalement. Elles subissent coup après coup le non-respect de leurs principes fondamentaux et finissent un jour par s'écrouler. Or, on tolère désormais les violations répétées des normes démocratiques par les élites, les déclarations à l'emporte-pièce, les mensonges à répétition et la manipulation des données. Tous ces procédés sont en train de devenir la norme et une grande partie des citoyens ne voit aucune raison de les sanctionner dans les urnes. Surtout lorsqu'on désigne les étrangers ou ceux dont la couleur de peau ou la religion est différente comme étant la cause des difficultés traversées. Alors, inutile de réfléchir, de s'interroger, lorsqu'on aura éliminé les autres, ceux qui sont à l'origine de nos malheurs, tout ira bien. On ne se rend même pas compte, parfois, qu'on appartient soi-même à une des catégories déjà ou bientôt désignées comme coupables. Les dirigeants politiques apparaissent désormais comme des prestidigitateurs capables de faire croire au peuple, de plus en plus inconscients d'eux-mêmes, tant ils sont préoccupés par l'injonction de consommer, que l'intérêt de ceux qui détiennent le pouvoir coïncide avec le leur. Les téléspectateurs martiniquais ont constaté des modifications dans la numérotation de certaines chaînes de télévision depuis la nuit de jeudi à vendredi. Ces changements visent à améliorer l'organisation des chaînes, notamment de celles qui sont spécialisées dans l'information. Et puis l'opération Partez en vacances en Martinique célèbre sa 25e édition ce vendredi et samedi à la Galeria. Organisé par le Comité martiniquais du tourisme, cet événement vise à promouvoir les offres touristiques locales auprès des résidents. L'Assemblée nationale a récemment voté la suppression des zones à faibles émissions. Ces périmètres ont été mis en place depuis 2019 pour limiter la circulation des véhicules thermiques les plus polluants. Et pour la première fois dans l'histoire du Salon international de l'agriculture, une vache issue des territoires ultramarins sera mise à l'honneur en tant qu'égérie de l'événement. Il s'agit d'une vache de race brahmane élevée en Martinique. Le salon est prévu du 21 février au 1er mars 2026 à Paris Expo, porte de Versailles. Cette sélection marque une reconnaissance significative du travail des éleveurs ultramarins, notamment martiniquais et guyanais, dans la promotion d'une agriculture durable et résiliente. La Martinique s'apprête à célébrer le retour d'Aurélie Joachim, couronnée Miss World Caribbean 2025 et troisième dauphine Miss World. Elle sera accueillie demain, samedi 7 juin à 17h, marquant une première historique pour l'île dans ce prestigieux concours international. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, plus de 10% de la cocaïne consommée en Europe transite par les Antilles françaises. Ce sont désormais environ 3000 tonnes de cocaïne qui sont produites chaque année dans le monde, un nombre en constante augmentation. Et en 2023, 20 tonnes de stupéfiants ont été saisies dans les ports ultramarins, notamment en Martinique et en Guadeloupe, où l'on sait, de sources sûres, que les cartels colombiens et vénézuéliens ont tissé des liens solides, structurés, avec les gangs locaux sur qui ils sont décidés à s'appuyer. Ces territoires sont en effet des lieux stratégiques importants pour développer le trafic de cocaïne. Résultat, la Martinique enregistre une augmentation qui semble exponentielle des homicides, pour la plupart dus à des règlements de compte entre dealers.
On se souvient que le 19 mai, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a appelé la direction du port à prendre des mesures immédiates et concrètes pour renforcer la sécurité portuaire. Estimant que la responsabilité du port a une importance stratégique en matière de contrôle des flux de marchandises, il a demandé la convocation immédiate de sa commission des investissements. Ce à quoi, tout en rappelant les efforts déjà engagés par la structure dans ce domaine, Bruno Mancé, président du directoire du Grand Port Maritime de la Martinique, a répondu que les missions de contrôle des marchandises et de lutte contre la fraude douanière relèvent de la compétence exclusive de l'État. Il a en outre indiqué que le scanner mobile en cours de déploiement est un équipement douanier dont l'utilisation et le taux de contrôle relèvent également de l'administration des douanes. Mais l'essentiel, bien évidemment, nous l'appelons tous de nos vœux, est que toutes les forces s'unissent pour enrayer le développement de ce fléau qui n'épargne aucune commune de notre île. Passons à votre avis compte. Alors, que faire selon vous pour faire baisser la violence en Martinique? C'est à vous. Que faire selon vous pour baisser la violence en Martinique? Je pense qu'il faut faire l'éducation des jeunes, déjà d'une part, que les parents prennent leurs responsabilités. Et puis de l'autre côté, je trouve que l'État est un peu laxiste par rapport à tout ce qui se passe, parce que normalement, on devrait être plus sévère. Les réseaux sociaux. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi maintenant. Donc la violence passe par les réseaux sociaux et les enfants aujourd'hui ne sont pas protégés et nous-mêmes, nous de même. Intervenir surtout au niveau de la famille de façon à mieux les éduquer, mieux les prendre en charge pour la société. Alors pour moi, la première chose, c'est de mettre des éducateurs, des pions remettre dans les collèges, dans les lycées. Ça va déjà faire la jeunesse comprendre pas mal de choses pour pouvoir éviter de monter à la violence. Voilà. Pour moi, c'est la première chose à faire. Voilà. Parce que la répression à tout va et compagnie, mais si on n'éduque pas les enfants, on peut pas aller plus loin. Avec tout ce qui se passe là, on sait même pas, parce que même si on fait déposer les armes, les gens, ils sortent, ils rentrent avec, et personne n'est en sécurité nulle part. Donc, je sais pas, hein. Que faire selon vous pour baisser la violence en Martinique? La violence non pour baisser, il faut que faire contre l'Hexagone parce que actuellement ils mettent des sociétés de vigile, à peu près comme si c'était la police. Et dans les métros, dans les trains, il faut faire 24 sur 24. Violence n'a baissé, mais c'est ça qu'il faut faire ici. À mettre même société en jour de il faut faire formation assez approfondie. Il y a le même droit que la police. Et puis, je pense que ça a s'agir parce que manière il faut faire en France là, c'est même manière qu'il faut faire ici. Si nous, ici, Martinique, nous ne pas prendre des mesures comme ça va prendre trop ampleur. Alors, il faut qu'on barre ça en fois pour tout. De créer des sociétés vigiles pour nous aussi, on est 24 sur 24 sur toute l'île, toute Martinique, chaque commune. Selon moi, non, mais je vais répondre selon la Bible dit que il faut se retourner vers Dieu. Donc, selon moi, je ne sais pas. Selon moi, j'adhère à cette idée. Il faut d'abord, je pense, pour les armes, parce que la violence, c'est les armes à feu, parce qu'il y a toujours eu la violence, hein, mais maintenant, c'est avec les armes. Donc, il faut faire de façon à ce qu'il n'y ait plus d'armes à feu qui circulent, voilà. Je pense, après, on va se battre à coups de poing, ça sera mieux. Votre avis compte, la rubrique qui vous donne la parole. Dans notre journal, un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Et maintenant, le savoir et réfléchir de Roland Laouché, les transformer en profondeur.
Que les instituteurs et les institutrices aient voulu qu'on les appelle professeurs des écoles n'est pas du tout anodin. C'est parce qu'ils sentaient bien qu'ils ne jouissaient pas dans la société de la considération qu'ils méritent. Et ils sentaient donc, ils ressentaient comme une manière de hiérarchisation. Les instituteurs en bas et les professeurs en haut. Ils ont donc souhaité qu'on les appelle professeurs. Si la question suivante était posée aux Français, tant hexagonaux qu'ultramarins, si elle vous était posée à vous, qu'auriez-vous eu comme réponse? Outre la cellule familiale, quel est le socle fondamental de notre société? Mon voisin à moi aurait incontestablement répondu la religion. Mon autre voisin, un peu plus haut, aurait juré que c'est la médecine. Et tel que je le connais, pendant 1 heure, il m'aurait expliqué qu'on ne peut rien faire sans la santé. Le troisième, lui, il est plus bas de chez moi, aurait défendu mordicus l'idée que c'est la police, garante de notre tranquillité, surtout à cette époque de narcotrafic. Et vous, qu'auriez-vous répondu? Vous auriez immédiatement fait le rapport entre le rapport de la Cour des comptes, extrêmement accablant pour l'école primaire, et la montée de la délinquance. Dans ce rapport du mois de mai, en effet, consacré aux écoles maternelles et élémentaires, la Cour fait le constat, citons-la, d'un système éducatif en situation d'échec et estime nécessaire de revoir l'organisation du système scolaire ainsi que la gouvernance des écoles. Vous auriez, observé que l'école primaire est un élément fondamental dans la chaîne du savoir. C'est donc un socle fondamental de notre société. Et cela se comprend aisément. Quand on arrive au collège sans trop savoir lire et écrire, on a forcément peu de chances de devenir médecin ou ingénieur. En tout cas, cette circonstance ralentit considérablement le chemin qui doit être le chemin normal de l'enseignement secondaire. Le secondaire n'a pas pour vocation de réparer, de rattraper les insuffisances du primaire. Au contraire, il doit pouvoir s'appuyer sur ses acquis pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour aller plus vite. Mais surtout, le jeune Français est soumis en réalité à une double éducation, celle de ses parents et celle de l'école primaire. Il faut donc que les deux soient en phase. Il faut donc que les deux soient à un bon niveau dans les domaines qui sont les leurs, le savoir-être et le savoir. C'est pour cela qu'il convient, une fois de plus, car cela a déjà été beaucoup fait, de réfléchir sur l'école primaire, de réfléchir sur la formation des maîtres et sur leurs pratiques. Par exemple, dans leur formation, combien d'heures de psychologie appliquée notoirement aux enfants faut-il dispenser? Cela paraît absolument fondamental. Dans leur pratique, les professeurs des écoles ne doivent-ils pas être plus souvent au contact des parents pour accorder leur violon? En réalité, réformer en profondeur l'enseignement primaire en France devrait être la priorité, ou en tout cas une des priorités du gouvernement. Eh bien, ce n'est pas exactement le chemin qu'il semble prendre lorsque l'on considère ce qu'a déclaré récemment le président de la République. Il est partisan de la coupe sur les études nécessaires pour devenir professeur des écoles. Eh bien, ces études, il ne s'agit pas de les raccourcir ou de les allonger, il s'agit de les transformer en profondeur. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, pour finir, la rubrique santé s'intéresse ce soir au sachet nicotine. Un nouveau produit dans le viseur du gouvernement a ouvert la porte à une possible interdiction de la vente en France de sachets de nicotine. Ils sont accusés de viser une population jeune. Dans certains cas, ce sont même les grandes entreprises de l'industrie du tabac qui commercialisent ces produits. Concrètement, à la différence de cigarettes ou des vapoteuses, les sachets de nicotine ne se fument pas. Conditionnés comme leur nom l'indique dans des sachets, les doses se placent entre la lèvre supérieure et la gencive. Une utilisation devant permettre, selon les vendeurs, une diffusion lente et douce de la nicotine et des arômes présents dans le sachet.
Il n'y a pas dans ces produits de tabac, mais ces produits restent dangereux pour la santé publique, car ils sont en fait la première marche vers la consommation de tabac. Dans certains cas, les doses de nicotine peuvent atteindre jusqu'à 20 mg par sachet, une valeur similaire à ce qui est observé dans les cigarettes. En moyenne, un paquet de cigarettes contient 20 mg de nicotine. Selon le nombre de bouffées, leur rapidité, leur profondeur, les quantités absorbées de nicotine peuvent varier. Si la nicotine n'est pas en soi une molécule cancérigène, elle est responsable de la notion de manque dans le cerveau des consommateurs. Le concept de la nicotine en sachet est apparu en Suède vers 2014. Depuis, il occupe une place grandissante dans les bureaux de tabac. Dans certains cas, des vendeurs n'hésitent pas à le proposer aux plus jeunes clients, car avec les sachets, les industriels ciblent encore les jeunes et vont jusqu'à supprimer la fumée pour laisser penser qu'ils sont moins dangereux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Soyez prudents, passez un bon week-end de Pentecôte et à mardi. Et que Dieu garde la Martinique.